Pourquoi explore notre rapport à la migration, aux autres et à nous-mêmes. À travers une conversation sur l'interculturalité avec un invité, nous nous aventurons au-delà des opinions pour apprendre à connaître et à comprendre. Alors, prenons le temps de déposer nos préjugés sur le pas de la porte et laissons-nous guider par la curiosité. Bonjour à tous, ici Nathanaël. Et ici Sophie, et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Lorenzo. Alors Lorenzo, on s'est rencontrés à l'université, tu travailles aujourd'hui pour une association impliquée dans l'aide auprès des réfugiés. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Voilà, comme tu dis, je m'appelle Lorenzo, je suis venu ici en Belgique pour faire mes études et c'est là que j'ai rencontré Sophie. Donc ça fait quelques années que je travaille maintenant dans le secteur de la migration et surtout avec des associations qui viennent en aide aux personnes en migration et en particulier maintenant dans un centre d'hébergement qui accueille beaucoup de personnes ici à Bruxelles. C'est c'est quoi qui te motive dans ton engagement? Pourquoi tu t'es orienté vers ça? Je pense que mon engagement dans les questions migratoires est plutôt venu un peu de mon parcours de vie. En effet, avant de venir ici en Belgique, j'habitais à Vintimille, qui est une petite ville à la frontière franco-italienne. Et donc, c'était un des nœuds dans le parcours des personnes qui arrivent jusqu'ici en Europe. Donc Ventimille, c'est donc au nord de l'Italie, à la frontière entre l'Italie et la France, c'est ça? Sur le bord de la mer, Sur le exactement. bord de la On est mer, en Côte d'accord. d'Azur. Pas très loin de Nice, c'est ça? Exactement. Et donc c'est un peu, donc disons que j'ai eu la chance de pouvoir aller étudier en France. Donc j'ai fait le lycée en France, mais j'habitais toujours en Italie. Et tous les jours, je prenais ce fameux train qui part de Vintimille et qui arrive jusqu'à Menton. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, j'ai pu voir la frontière réapparaître, renaître avec de plus en plus de contrôle dans les trains et voir des jeunes hommes, parfois même de mon âge, avec des sacs sur le dos, mais contrairement au mien, leur sac n'était pas rempli de bouquins, qui essayaient de passer cette frontière. Et donc, c'est un peu en vivant cette frontière au quotidien que j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'immigration et me dire qu'il faut faire quelque chose. Euh, voilà. Mhm. Et pour toi, pourquoi est-ce que la frontière, elle s'est plus marquée récemment? Est-ce que tu as une idée Bah, donc là, pour ce qui est vraiment le cas de Vintimille, mais ça s'applique malheureusement aussi ici à Bruxelles, la frontière, physiquement elle est toujours là, mais elle est parfois plus présente. Euh, en 2014, en 2013, ça a pris la forme de policiers qui viennent, qui arrêtent le train et qui contrôlent, qui vérifient que dans le train il n'y ait pas de personnes noires en fait. C'était ça le critère pour se faire contrôler. Et qui bloquent donc tout un trafic pour contrôler ces personnes. Donc on voit première apparition de la frontière, mais la frontière en fait, elle est loin d'être juste cette ligne, ce point de passage-là. Elle a commencé à se manifester au sein même de la ville, en voyant émerger des espaces dans la ville qui étaient réservés en fait à un public en migration, euh, parfois officiellement, parfois de fait, euh, et d'autres espaces qui étaient que pour les blancs, pour les Italiens ou pour les touristes. Et je dis que, et donc comme du moment où on conçoit la frontière un peu comme plein de points, des et points, des espaces comme ça? oui, Donc comme, délimités, presque comme des ghettos peut-être non, je dirais plutôt comme des moments ou des espaces. Ça peut être aussi des moments où quelque chose de ce que tu es, donc si par exemple personne en migration ou noir et ainsi de suite, vient constituer une limite pour être dans cet espace ou pour passer au-delà de cet espace. Donc plein de Mhm. points comme ça. Et donc si on conçoit un peu la frontière comme des points, et on vient ici à Bruxelles, on voit que en fait, la frontière elle est à Bruxelles aussi. Et je pense que c'est un des principaux trucs que j'ai appris cette année-là avec cette association, c'est que Bruxelles, bien qu'elle soit au centre de la Belgique, c'est un point de frontière. Mhm. Parce qu'en fait, c'est là où va se rencontrer euh, des... Peut-être presque quand j'entends, en fait, tu parles de points,
Est-ce que c'est un peu comme si c'était deux points deux points qui se confrontent et qui se touchent en fait, et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'il y a une frontière. Oui, disons que c'est pas les hommes qui traversent la frontière, c'est que la frontière traverse l'homme. Donc c'est du moment où si tu le conçois que comme un espace, elle, c'est une limite à franchir. Mais en fait, si tu la conçois comme quelque chose, étant comme ça linéaire, enfin ponctuelle et abstraite, elle peut te traverser et t'empêcher de faire des choses, de vivre des choses, Et je dis que Bruxelles aussi est une frontière d'un point de vue un peu plus pragmatique aussi, simplement que c'est aussi un point de départ pour essayer de passer la fameuse frontière que les personnes veulent passer, et que c'est d'ici que s'organisent les trajets, c'est d'ici aux alentours de Bruxelles que les points de départ, que se trouvent les points de départ. Donc ouais, il y a un peu ce côté plus pragmatique, mais effectivement, Bruxelles est aussi point de frontière lorsque il y a des espaces comme la gare du Nord ou d'autres endroits au sein du quartier Nord que les gars se sont appropriés en fait, et que là ils sont tolérés, mais ailleurs ils ne le seraient pas ou beaucoup moins. Et donc on voit vraiment une ville qui se frontiérise, une émergence de la frontière ici aussi. Est-ce que entre ce que tu vivais à la frontière entre l'Italie et la France, tu vois beaucoup de points communs avec ce que tu vois sur Bruxelles, ou c'est des manières de s'exprimer différentes, de faire frontière, l'interculturalité est très différente ou pas? Il y a beaucoup de points communs. Mais il y a aussi beaucoup de divergences. La différence, c'est la réponse que les citoyens, que les Bruxellois, que les institutions ou que les organisations qui sont actives sur le terrain ont donné à cette problématique. J'aime pas dire que c'est une problématique, à ce phénomène, disons comme ça. Et tu as des exemples concrets Oui. À Matigny, le seul centre d'accueil qui était ouvert, qui était extrêmement problématique en soi, a fermé. Donc aujourd'hui, il y a un peu cette politique de on ne développe aucun service à Vintimille parce qu'ils n'ont qu'à pas venir, pratiquement. Il y a un peu cette idée naïve de se dire, de cette vieille théorie de push-pull factor, de se dire que si on crée un contexte dans lequel les personnes sont bienvenues et ils peuvent trouver des infrastructures et des services, bah alors ils viendront davantage et nous on les veut pas. Alors qu'à Bruxelles, malgré, je ne veux pas idéaliser la situation bruxelloise, mais par contre, elle est extrêmement problématique, elle reste quand même problématique, et le problème d'hébergement est toujours présent, mais il y a quand même des réponses qui sont développées, un centre où pouvoir accéder à des soins médicaux, à une assistance administrative et socio-juridique, à un accompagnement psychologique même. Donc les associations se sont bougées et il y a vraiment des possibilités de réponse dans leurs limites, mais elles sont là. Et ça, franchement, c'est une énorme différence. Pourquoi tu penses que la réponse est tellement différente à Vintimille et à Bruxelles? Pourquoi le rapport à la migration est si différent? Je sais pas, c'est une question qui est extrêmement compliquée dans le sens qu'il peuvent y avoir des facteurs historiques, des facteurs sociaux. Bruxelles est une grande ville qui est assez diversifiée quand même. Vintimille, on parle d'une petite ville de 30 000 habitants, 25 000 habitants. Allez, je pense que la proximité de la frontière aussi a un impact très important. Elle est là, elle est plus palpante et elle vient avoir un impact en fait sur la vie quotidienne des personnes, la présence des personnes en migration et de leurs tentatives de passage. Ça vient ralentir le train, ils traînent dans la rue. Ça vient avoir vraiment un impact sur la ville un peu plus important de ce qu'on pourrait éventuellement voir ici à Bruxelles. Mais je n'ai pas une réponse claire malheureusement. C'est peut-être aussi le soutien que certaines initiatives citoyennes ont pu avoir, et donc la possibilité de se structurer et de prouver qu'un accueil humain, digne et citoyen était possible, ce qui n'a pas été le cas à Vintimille.
Je pense qu'il y a, voilà, il y a un peu ça pour résumer, des facteurs un peu sociaux, historiques, des réponses des citoyens et la façon dont les institutions ont appuyé ou pas les initiatives citoyennes. Mhm. Oui, j'imagine bien que tu connais pas, que ce sont ici des pistes d'idées et que tu n'as pas fait un doctorat, des recherches sur la réponse. Des Mais recherches, oui, mais pas un doctorat. Et par rapport à tout ça, toi, qu'est-ce que ça t'évoque comme émotion? C'est quoi ta philosophie aussi de vie par rapport à tout ça? Mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus... c'est une vraie question parce que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer dans un podcast, dans le sens que c'est quelque chose qui n'est pas forcément rationnel de te dire pour A, à cause de A et de B, j'ai fait C. C'est vraiment. Quand j'étais petit, je disais tout le temps à mes parents, mais c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Même quand on me grondait ou des choses comme ça. Et je pense que j'ai. Ce qui me motive beaucoup, c'est vraiment ce sentiment d'injustice de voir. D'avoir juste pu, moi, bouger d'un pays à un autre ces dernières années. Et en fait, la facilité à laquelle j'ai pu le faire moi. Et en fait, il y a des personnes qui veulent faire exactement la même chose. Et juste, elles peuvent pas le faire à cause de là où elles sont nées ou des papiers qu'ils ont ou ils ont pas. Et Et en fait, vu que au quotidien, enfin, avec ce type de travail, tu fais face à plein d'injustices au quotidien, et franchement, si tu sais la retourner comme une force qui te motive à, du coup, à faire toujours plus, et pas comme un poids à porter de plus, enfin, un poids qui ne fait que grandir parce que tous les jours tu vis des situations d'injustice, euh, c'est là un peu la clé, disons, de l'engagement, c'est de la retourner comme une force qui te pousse à, du coup, essayer d'aller plus loin et de résoudre cette injustice. En fait, si je t'entends, c'est un peu comme si les injustices, finalement, c'est des invitations à se battre pour la justice, en fait, Ouais. peut-être. Tout en ayant toujours une approche un peu d'humilité, disons comme ça, mais non, plutôt en se disant, en fait, faut pas du tout tomber dans le syndrome du sauveur, dans se Ouais. dire, en fait, moi je suis là et je vais résoudre le problème, parce que la seule conséquence de ça, c'est de finir exhausté, non, Épuisé. épuisé, Exténué. exténué, épuisé assez vite. En fait, je pense que il faut plutôt avoir une approche de se dire ces gars-là, ils sont là, ils ont leur vulnérabilité, ils ont leurs problèmes, mais ils ont aussi leurs armes, leurs ressources. Et tu n'es qu'un coup de pouce pour subvenir à certains de leurs besoins. C'est délicat à dire, mais grosso modo, si tu n'étais pas là, ils trouveraient une autre solution d'une façon ou d'une autre. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit disparaître, mais ça permet de relativiser aussi ton action quotidienne. Est-ce que c'est un peu comme si tu disais, par mon travail, je participe à créer un environnement dans lequel les gens peuvent s'en sortir? Est-ce que c'est... En tout cas, tu peux offrir un petit moment positif dans tout ce parcours qui est fait d'obstacles et de moments assez douloureux et, et marquants. Pour toi, est-ce que tu as un idéal de ce que tu aimerais que la société devienne? Allez, je le sors comme ça, une société sans frontières. Non, mais sans frontières dans le sens un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, sans cette multiplication de barrières, de délimitation qui peuvent ne pas être physiques, mais qui peuvent s'instaurer dans une relation sociale ou interpersonnelle. Là, c'est vraiment la réponse du rêveur. Mais mon idéal, ce serait vraiment que tous ceux qui veulent bouger pour une raison ou pour une autre, qu'elles puissent le faire, indépendamment de ces limites qu'on a mis pour délimiter les territoires, et qu'on tende en fait à ne pas en ajouter de plus en plus à des échelles de plus en plus petites, ou grandes, non petites. Euh, Ce qui malheureusement, je crois qu'il y a la tendance un peu dernièrement de les démultiplier. Ouais. Et elle est due à quoi cette tendance? Qu'est-ce qui motiverait cette tendance qui va d'une certaine manière dans le sens inverse de ce que toi tu as envie? Délimiter, c'est aussi se donner un peu un espace un peu plus petit dans lequel bouger, dans lequel comprendre et à comprendre. Donc le plus on catégorise, le plus on crée des petits espaces,
le mieux on sait prévoir ce qui pourrait s'y passer. Donc, je pense qu'il y a une tendance un peu à, à se regarder le nombril qui s'est développé dernièrement. Enfin, dernièrement. Je sais pas depuis quand. Mais cette tendance, c'est dans un monde qui devient de plus en plus compliqué. Il y a toujours des questionnements qu'on nous pose et auxquels tout un chacun ne sait pas forcément répondre. Et ceci, ça veut dire, il va de comprendre la diversité culturelle, comprendre les enjeux politiques, comprendre la situation sanitaire qu'on vit. Et donc, tout ça demande un peu une recherche. Et comme ça paraît immense, vaste, si on ne met pas de limites, les gens ont tendance à essayer de continuer à réduire leur champ de compréhension. Et en fait, je fais énormément de parallèles entre ce qui sont les limitations dans l'espace, mais aussi les limitations dans la vie quotidienne. Je ne sais pas si je m'excuse, je pense que je me suis un peu perdu dans la réflexion. Non, c'est intéressant, mais moi, d'après ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que on est, je sais plus comment on dit en français, overwhelmed. On est dépassé par le trop d'informations, le trop d'éléments à prendre en compte, et c'est presque, en t'entendant, on a presque l'impression que c'est une forme de limite cognitive, donc une limite, notre cerveau a besoin de mettre ses limites, mais finalement ces limites vont se traduire dans notre rencontre avec l'autre, où ça va créer un petit impact avec la réalité de l'autre qui est en dehors de ses limites du compréhensible. Ouais. Je pense que tu as vraiment saisi ce que je voulais dire, dans le sens que, d'ailleurs ça m'a permis aussi un peu de clarifier mon idée, c'est effectivement d'essayer de vouloir expliquer des phénomènes qui sont compliqués, de se donner des réponses avec des éléments clairs et assez tranchés, et de se dire voilà, la réalité c'est ça, et donc pour être plus concret, tous les préjugés qu'on entend, ouais, il faut faire la part entre le bon et le mauvais migrant, le demandeur d'asile et le migrant qui vient ici juste pour travailler, ou pour essayer de travailler. Eux ils font ça et eux ils font pas ça. Donc essayer de se donner des clés de lecture. Alors en fait, tu as parlé de rencontres. Pourquoi on met de plus en plus de limites aussi, de frontières? C'est parce que la rencontre, en fait, elle te permettrait de te rendre compte que cette clé de compréhension que tu utilises, cette simplification de la réalité, en fait, elle ne matche pas avec les vrais gens, avec les vraies situations. Et, ça, et donc, quand tu as une idée comme ça, c'est extrêmement déstabilisant. C'est extrêmement déstabilisant. Tu as une idée claire qui fait absolument sens dans ta tête. Tu descends dans la rue, tu rencontres une personne, ou tu te retrouves dans une situation où tu penses pouvoir appliquer ce cadre de lecture, et en fait, il n'y a rien de ce que tu avais prévu qui fait sens. C'est extrêmement déstabilisant. Et donc, et ça va dans le bon comme dans le mauvais sens. Dans le sens, tu peux avoir des bons préjugés et te retrouver avec... Enfin, des bons préjugés. Des idées préconçues assez positives de quelque chose, et en fait être extrêmement déçu par la réalité, ou vice-versa. Et c'est pour ça que je crois que vraiment la clé pour résoudre ça, c'est vraiment aller à l'encontre, et rencontrer et les personnes, et vivre des situations... Donc aller à l'encontre, tu veux dire aller à l'encontre. Tu n'as pas dit rencontre, tu as dit à l'encontre. Non, rencontrer les personnes, aller vivre des situations en fait, où tu peux essayer de faire valoir ton cadre de lecture. Oui. J'ai pas entendu. Tu disais travailler sa curiosité oui. pour s'ouvrir. Non, mais je me demandais, puisque du coup, tu es quand même vachement investi dans le système en Belgique, à Bruxelles, qu'est-ce qui serait pour toi quelque chose qui ne fonctionne pas du tout dans la manière dont les migrants sont accueillis à Bruxelles, et ce qu'il faudrait changer absolument? On développe des centres de plus en plus grands. Et je pense qu'avec toute la bonne volonté, un centre avec beaucoup de personnes, et quand je dis beaucoup de personnes, je pense 300, 400 personnes, ne sera jamais aussi accueillant qu'un centre où il y en a 50, 100. Et encore, 100, c'est déjà beaucoup. Donc d'un point de vue plus pragmatique, il y a ça, il y a le fait que ce serait trop bien d'avoir plein de petites initiatives, de petits centres où les gens peuvent être hébergés, accueillis. Parce que là, on parle là, je sais pas si... Enfin, dans ma tête, quand je parle de ça, je parle plutôt de personnes
qui ne sont pas forcément... on ne parle pas de logement long terme, je pense plutôt à un hébergement d'urgence pour les personnes qui seraient de passage. Oui. Et plutôt que développer plutôt des initiatives petites qui permettraient à ces personnes d'avoir vraiment un espace safe, accueillant et calme, euh, plutôt que des énormes centres que par la présence de beaucoup de monde, ils peuvent être assez angoissants. Mais ça, c'est juste pour le côté pratique de. Ouais, une petite. Mais sinon, bon, il y a simplement le fait que malheureusement, il n'y a juste pas assez de place. L'association avec laquelle je travaille avec une liste d'attente pour accéder au centre. Liste d'attente qui est jamais totalement résorbée. Les temps d'attente varient constamment. Ils peuvent arriver jusqu'à un mois parfois. Donc oui, je pense qu'il manque des places. Il manque vraiment des places. Lorenzo, je me souviens qu'on avait parlé de ça il y a quelques mois, ou il y a peut-être un an, je ne sais plus. C'était d'un philosophe français avec la migration, l'hôte, être hôte. Michel Agier, je crois. Ouais. Oui, donc il a pas mal écrit sur la notion d'hospitalité. Oui, c'est ça, l'hospitalité et l'hospitalité. L'hospitalité, c'est pas mal. C'est pas lui, c'est un autre. Il y a une relation, il y a un host et un guest. Hôte et un invité. Un hôte et un invité. L'hôte est celui qui ouvre son espace et qui détient le pouvoir de la gestion de l'espace. Si on a un hôte qui veut essayer d'effacer cette relation et de la fameuse expression sans toi comme chez toi. Tu casa es mi casa. Ouais, tu casa es mi casa. En fait, grosso modo, il dit que c'est jamais vraiment vrai et que du moment où il n'y a plus cette relation de pouvoir, ben alors il n'y a plus un host et un guest et donc c'est un espace qui appartient aux deux et donc c'est plus vraiment une hospitalité. Et donc il dit que l'hostilité est inhérente à la relation d'hospitalité et c'est pour ça qu'il parle d'hospitalité et pas d'hospitalité. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette réflexion, c'est de se dire que du moment où que dans la relation d'hospitalité, il peut toujours y avoir une dimension d'hostilité, malheureusement. De quel côté, de quelle partie des deux? En italien, il y a une expression, je crois qu'en français on peut la dire aussi, c'est que le poisson pue au bout de 3 jours. Et c'est un peu pour véhiculer cette idée que ça demande une ouverture radicale. Et en fait, les critiques de cette théorie-là sont pour une notion de l'accueil et de l'hospitalité qui est radicale et qui donc qui irait vers l'existence d'une horizontalité pour faire d'une relation d'hospitalité une relation qui n'est pas une relation de pouvoir, mais qui est une relation vraiment d'échange. Et toi, t'en penses quoi de ça? Désolée, je t'ai coupé la parole. Toi, t'en penses quoi de tout ça? De cette idée-là? Parce que tu dis les critiques, mais est-ce que toi, avec ton expérience, avec tout ce que tu as pu comprendre, que tu as pu observer, ressentir, quel est ton rapport à cette question d'hospitalité? En fait, dans la relation d'hospitalité, il intègre cette dimension d'hostilité. Mais en fait, pour moi, tu ne peux pas penser un espace national comme ta maison et penser que tu peux contrôler, parce que c'est un espace dans lequel les relations sociales sont beaucoup plus complexes que ce qui peut se passer chez toi. Ah, tu sais pas à quel point c'est compliqué chez moi. Et que dans un territoire, il n'y a pas de propriétaire, peut-être. Voilà, il n'y a pas de personnes qui auraient plus le droit qu'une autre d'être sur ce territoire juste parce qu'il est né sur ce territoire. C'est un peu radical ce que je dis, mais grosso modo, si la division entre le jeu, le nous peut paraître clair et donc se dire, donc on peut facilement penser une relation d'hospitalité et de se dire, ok, nous, locaux, on peut gentiment accueillir d'autres. C'est juste une de ces constructions dont je parlais tout à l'heure pour lire la réalité de manière plus simple. Parce que quand on commence à parler en Italie, il y a beaucoup ce débat d'Italiens sans nationalité, de personnes qui sont nées sur le territoire et qui n'ont pas la nationalité. Eux, ils sont où? Eux, ils sont les eux ou les nous? Eux qui sont admettons quelqu'un qui est né sur le territoire italien le même jour que moi, de parents d'un autre État, non européen.
qu'est-ce qui fait que lui, il serait moins italien que moi? Donc là, on aborde toutes les questions de l'identité, de l'appartenance. Et donc, c'est trop simple. Enfin, quand on pense l'hospitalité dans un espace maison, ça fait totalement sens. Il faut faire extrêmement attention à quand on le transpose à une échelle nationale. Tu n'es pas chez toi autant que tu es chez toi dans ta maison et que tu vis avec d'autres personnes. Et le critère pour définir cette limite entre nous et eux, il est loin d'être clair, loin d'être net. Et c'est là où en fait la relation d'hospitalité pour moi, elle peut, en fait, elle peut disparaître parce que juste la différence entre hôte et accueillant, je sais pas comment on va dire, host and guest, elle, elle n'est pas si nettement définie. Encore une fois, je crois que je me suis perdu dans mes pensées. Non, mais on est là pour ça. Mais oui. J'avais plein de questions, puis je t'ai suivi. Je pense que je me souviens, tu disais que c'était radical. Tu avais une question de. Tu trouves que ton approche est un peu radicale? C'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand allez, on va faire un peu de Sciences Po. Quand tu prends la définition de l'État, non, c'est une institution qui a un pouvoir, qui a le monopole de la violence légitime dans un territoire défini sur une population définie. Et du coup, du moment où moi je te dis que chez toi, tu n'es pas forcément chez toi et que n'importe qui aurait le droit d'être sur ce territoire, tu es en train un peu de questionner en fait cette construction étatique qui est celle qui est établie aujourd'hui au moins dans l'Union européenne, mais en réalité de partout dans le monde depuis pas si longtemps. Et donc là, on touche aux questions du nationalisme, enfin de l'État comme structure qui a besoin de créer une entité nationale pour vivre, des nationalismes qui veulent donc de défendre cette identité nationale. Et en fait, enfin, toutes ces histoires-là, c'est des histoires qui datent d'il y a 150 ans, peut-être plus, mais du 19e siècle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais j'aime pas parler de la migration comme une problématique, parce qu'encore une fois, la migration est un phénomène qui est là depuis bien plus longtemps, et en mettant des frontières, la construction étatique et une identité nationale, on a créé le problème. Donc encore une fois, c'est plutôt une réalité fluide, et lorsqu'on essaie de mettre des limites, on se leurre et on crée un problème juste parce qu'on a une idée en tête, on l'a appliquée, on s'est dit merde, ça fonctionne pas. Du coup, là maintenant, ça c'est un problème, ça c'est un problème. Voilà. C'est l'approche dont comment on traite aujourd'hui la thématique de la migration qui l'a fait voir sous forme de problème, mais ça pourrait être vu d'un autre angle et comme quelque chose d'autre. Si on le prend comme un phénomène qui est là, on abandonne cette idée de se dire on peut manager les migrations, on peut gérer les flux, et on prend conscience du fait que on peut difficilement gérer les flux. On pourrait prendre ce phénomène et voir en quoi ce phénomène peut être source de richesse, et richesse dans le sens, pas dans le sens uniquement dans le sens matériel du terme. Oui, ça pourrait apporter quelque chose de positif. Oui. Ça apporte. Du moment où tu travailles avec l'être humain et de relations sociales, tu entres dans des phénomènes qui sont complexes. Et le phénomène de la migration est un phénomène qui est self-sustaining, qui s'auto-alimente. Et c'est ce qui pose extrêmement problème à une vision de gestion de la migration. Parce que, d'un point de vue extrêmement simpliste, mais faisons par idéotype, parce qu'une personne qui arrive, on peut dire ok, je la fais venir avec on a des permis de travail de X mois. La personne vient, s'installe, elle construit une vie. C'est vraiment limité de se dire quand on a besoin, ils viennent, et quand on n'a plus besoin, on les fait repartir. Et non, et en fait, c'est un peu un des principaux problèmes des trucs imprévus des premières vagues d'immigration des années 50 et des Italiens dans le nord de l'Italie et de la France-Afrique, non, pas France, je sais pas, de l'Algérie en France et des Turcs en Allemagne
et ainsi de suite, de se dire ok on va donner full permis de travail parce qu'on a besoin de reconstruire, de machin. Et après, ah merde, en fait maintenant ça fait X années qu'ils sont là, ils ont des familles, ils ont construit une vie, ils veulent plus rentrer chez eux. Ah merde, il y a des droits humains, on est le pays des droits humains pour la France, on peut pas les renvoyer comme ça. Et donc c'est vraiment, c'est ça l'idée d'un phénomène qui s'auto-alimente, c'est que finalement c'est pas des robinets que tu peux ouvrir et fermer, et que du moment où on valorise encore les droits de l'homme et ce type de garantie, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec tes êtres humains.